La rétro-ingénierie, ou reverse engineering, consiste, concernant les cartes électroniques, à retrouver le schéma structurel d'une carte à partir de son circuit imprimé. Prenons un matériel produit industriellement, tel que ce petit projecteur RGB à LED, qui date un peu, utilisé pour un éclairage de scène. Après l'avoir ouvert et démonté méthodiquement, on analyse chacun de ces éléments et on reconstitue son schéma structurel équivalent complet. Le reverse engineering d'un PCB permet de comprendre comment fonctionne le schéma structurel de cet appareil et de s'en inspirer pour créer sa propre version, par exemple en utilisant un autre microcontrôleur qui nous est familier et ou pour didactiser une carte si l'on souhaite faire des travaux pratiques. Pour mémoire, le protocole DMX, pour Digital Multiplexing, est utilisé dans l'éclairage de scène. La transmission série se fait en mode différentiel RS485 pour transmettre depuis une console matérielle ou logicielle associée à des interfaces USB ou Ethernet des consignes de fonctionnement pour tous les appareils installés en série. On dit aussi qu'ils sont chaînés, que ce soit les projecteurs, lyres, lasers et autres machines à fumer. De base, le DMX est un protocole unidirectionnel. D'après la norme, les connecteurs XLR utilisés devraient être de 5 points, mais ils sont couramment de 3 points, format qui est en principe réservé à véhiculer du son. Le RDM, pour Remote Device Management, est une amélioration de la norme apparue il y a quelques années. Il permet une communication bidirectionnelle entre la console et le matériel qui doit être conçu spécifiquement pour répondre à cette norme. Cela peut permettre de changer à distance la configuration du matériel du réseau DMX, par exemple changer les adresses et les modes de fonctionnement, on le constate, les fabricants ayant adopté cette norme ne manquent pas. Cela peut aussi permettre, dans le cadre de maintenance préventive, c'est-à-dire hors spectacle et sans avoir à accéder sur les structures de l'installation, de récupérer des informations sur les appareils prévus pour fonctionner en RDM, telles que la durée d'utilisation cumulée des LED, la température de l'appareil, etc. Consultons par exemple l'un des rares fabricants français de matériel d'éclairage de scène. Ce type de fonctionnalité se retrouve plutôt sur des appareils de haut de gamme, même si en cherchant un peu, on en trouve à des prix abordables. Le support utilisé pour la rétro-ingénierie qui va suivre est un shield DMX RDM pour carte Arduino Uno. Il peut permettre, entre autres, de créer son propre émetteur de trame DMX ou son propre projecteur DMX. Comme celui-ci, un petit projecteur 4 voies dimmer strobe rouge, vert, bleu. Et même un projecteur RGB bien plus puissant avec une LED de 30 watts, à condition d'intercaler une interface de puissance. Et dans ce cas, attention les yeux. On peut se procurer la carte sur différents sites. Elle est assez bien documentée en photo et une notice utilisateur est proposée. De même que la librairie Conceptinetics qui propose des exemples de programmes. Cependant, sauf erreur, le schéma structurel de ce modèle de carte n'est pas diffusé. Le shield se limite à une quinzaine de composants. La reconstitution du schéma ne devrait donc pas être trop complexe. Cependant, il est à noter deux différences majeures par rapport à l'illustration précédente avec le projecteur Dune. D'une part, la carte contient des CMS composants montés en surface, ce qui rajoute un niveau de difficulté pour leur identification. Et d'autre part, concernant la finalité, cette fois nous allons partir d'une carte didactisée, en l'occurrence un shield Arduino, pour récupérer certaines de ses fonctionnalités et les utiliser sur une carte qui se veut un peu plus proche d'une solution intégrée industrielle.
Matériel nécessaire pour cet exercice pas trop compliqué, qui va permettre d'avoir un aperçu des méthodes que l'on peut utiliser pour parvenir à ses fins. Un multimètre, une loupe traditionnelle ou électronique, des documentations au sens large du terme, un logiciel de saisie de schéma pour mettre le résultat au propre, et une bonne dose de patience et de rigueur. La carte va être abordée en différentes parties pour reconstituer son schéma structurel. Il y a les deux connecteurs XLR3, mâle et femelle, dont les liaisons sont standards. On peut le vérifier facilement à l'ohmmètre. Il y a également la connectique du Shield, qui est celle du GPIO d'une carte Arduino, et qui ne présente aucune difficulté à identifier puisque les noms des signaux sont sérigraphiés sur la carte. On peut en profiter pour tester les liaisons avec deux des supports de cavalier qui mentionnent RX et TX. Cela nous permet déjà de reconstituer cette partie du schéma. À présent, s'agissant d'une transmission différentielle RS485, une recherche dans la documentation du MAX 485, dont la référence apparaît clairement sur le circuit, nous permet de vérifier que c'est lui qui transpose les signaux compatibles TTL de l'Arduino en signaux différentiels, dans un seul sens à la fois. D'autre part, s'agissant d'un Shield RDM, il est bon de se pencher sur les documents formalisant la norme, que l'on peut trouver au format PDF sur Internet, et regarder la structure qui permet de rendre le DMX bidirectionnel. On y trouve un émetteur-récepteur qui pourrait être le MAX 485 comme dans notre cas, mais aussi un MAX 481 ou un SN 75176. Celui-ci est associé à un pont diviseur de résistance dont les valeurs figurent sur la page suivante. On peut vérifier que cette structure est identique à quelques ohms près à celle câblée sur la carte. On vérifiera tout de même avec le multimètre. Le schéma progresse. À présent, il nous reste la partie la plus délicate, car elle concerne les CMS. 3 circuits identiques, U1, U2 et U4, en boîtier SOT23 à 5 broches sont utilisés. La loupe nous permet de distinguer l'inscription 7Z25G. Par manque de place pour l'inscription, il ne s'agit pas de la référence complète du circuit, mais c'est ce que l'on appelle un SMD code ou une top marque, qui permettent, en consultant des tableaux de correspondance, de retrouver la référence d'origine pour savoir à quel composant on a affaire. Dans le cas présent, la tâche n'a pas été aussi simple que je le pensais, car les tables de correspondance ne manquent pas sur Internet, mais le circuit 7Z25G y est rarement présent. Il a d'ailleurs fallu dans ces recherches que je me limite à l'expression 7Z25. Et attention aux fausses pistes. Par exemple, sur ce site, on nous oriente vers un régulateur de tension. Or, a priori, rien ne justifie d'avoir 3 régulateurs sur ce type de shield. Enfin, voici le site sur lequel l'information est la bonne. Il nous oriente vers un amplificateur de bus 3 états de chez Fairchild, dont l'emploi est beaucoup plus réaliste sur cette carte. Et dans la documentation duquel on retrouve la top marque correspondante. Maintenant que tous les composants sont identifiés, nous pouvons sonder méthodiquement toutes les liaisons restantes. Etc., etc. Voici le résultat obtenu. Il reste une dernière chose à identifier, la valeur des condensateurs de découplage. Ces condensateurs servent à stabiliser la tension aux bornes des circuits intégrés et, si nécessaire, à fournir rapidement de l'énergie au circuit le plus proche auquel ils sont raccordés. Il s'agit généralement de condensateurs céramiques multicouches de type MLCC. Logiquement, C3 découple U4, C5 s'occupe de U1 et U2 qui sont très proches l'un de l'autre, et C8 de IC1. On peut penser que leur capacité est de quelques dizaines de nanofarads. Quant à C4, qui est un peu plus volumineux, il doit s'agir d'un condensateur se trouvant en tête de carte. Sa capacité sera probablement comprise entre 1 microfarad et 10 microfarads. Si on veut en savoir plus, et étant donné que les condensateurs sont tous soudés en parallèle, il n'y a pas d'autre solution que de dessouder un exemplaire de chaque. Voici ce que cela donne après mise en œuvre du capacimètre d'un multimètre, tout ce qu'il y a de plus standard.
Maintenant que le schéma est complet, on peut tenter de vérifier ces différents modes de fonctionnement à partir du manuel utilisateur. Petit rappel au préalable sur le fonctionnement logique d'un amplificateur de bus 3 états. Celui-ci peut délivrer en sortie un niveau logique haut ou un niveau logique bas ou se mettre en état haute impédance, c'est-à-dire que la sortie est en l'air, déconnectée de la structure interne du composant. Ce troisième état, l'état haute impédance, est obtenu lorsque la broche de validation OE, pour Output Enable, n'est pas activée, donc quand elle est à l'état haut. En revanche, si cette broche autorise le circuit à fonctionner normalement, sa sortie Y prendra la même valeur que son entrée A. Le manuel utilisateur nous dit que le shield ne peut fonctionner que si le cavalier est sur la position EN, pour Enable. En effet, dans cette position, le niveau ramené sur les trois amplificateurs de bus permet de valider la broche OE de chacun d'entre eux, et donc leur permet de fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, le niveau haut ramené par le cavalier EN bar va mettre les sorties dans leur troisième état, l'état haute impédance. Et dans ce cas, R5 va jouer son rôle de pull-down, ce niveau bas empêchant les données TX de rejoindre le réseau DMX. Dans le même temps, R6 jouera celui de pull-up, empêchant d'éventuelles données du réseau DMX d'entrer dans l'Arduino. La suite du paragraphe nous explique que cela permet ainsi à l'utilisateur d'invalider manuellement le fonctionnement du shield en phase de programmation de l'Arduino pour éviter tout conflit de données. L'autre paragraphe, qui est à prendre en compte si bien sûr on a mis le cavalier précédent sur EN, nous indique que si l'on souhaite utiliser le shield uniquement en récepteur DMX de base, il suffit de mettre le cavalier sur slave, ce qui sur le schéma va valider l'arrivée des données venant du bus DMX qui vont traverser U4 pour accéder à l'Arduino, et dans le même temps invalider TX. Si par contre on veut travailler en mode RDM avec des signaux qui devront pouvoir communiquer dans les deux sens, mais pas en même temps sur le bus DMX, il faut mettre le cavalier sur DE, et dans ce cas la broche D2 de l'Arduino conditionnera le sens de circulation des données. À l'état bas, elles rentreront, et à l'état haut, elles sortiront. C'est la librairie Conceptinetics qui commandera ces échanges comme il convient. À noter que la sélection possible de D3 et D4 à la place de RX et TX permet certainement de mettre en œuvre une liaison UART virtuelle. Donc apparemment, notre schéma structurel reconstitué est cohérent par rapport au manuel utilisateur. Pour conclure, une fois le schéma assimilé, si l'on souhaite faire une version un peu plus synthétique, permettant d'avoir le choix entre le mode slave et le mode RDM, et en prenant soin de ne programmer la carte Arduino que lorsque le shield n'y est pas branché, voici ce que cela pourrait donner. Et pourquoi pas imaginer un projecteur DMX RDM autour d'une Arduino Nano.